sur Facebook également, parce que ce panel est rediffusé en temps réel sur Facebook. Merci, merci encore une fois à tout le monde. De Dakar en passant par Paris, Montréal et Bamako, c'est en un mot un Africain, mieux un citoyen du monde que nous recevons dans les après-midi de la tech, ce très symbolique 18 août 2021. Le contact journalistique a déjà été établi depuis fort longtemps. Dernièrement, lorsqu'il était venu nous annoncer en exclusivité au Sénégal son départ de la présidence de l'association Digital Africa, l'illustre Karim Sy nous fait donc l'honneur d'être notre invité exceptionnel encore une fois. Cette fois, je ne suis pas son seul et unique interlocuteur, c'est ça qui change principalement. Comme le montre l'infographie de cette session, il sera interrogé aussi par d'illustres autres visages de la tech, pour la plupart issus de la diaspora, parce que si l'on connaît un peu Karim Sy, on sait toute la richesse et la profondeur de sa stature africaine, mondiale. Je ne me risquerai point de le présenter, il le fera à sa manière tout à l'heure, non pas pour nous dire ce que Google nous fait déjà savoir à son sujet, mais pour vous parler certainement de ce que vous ne savez pas de lui. Ancien membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique mis en place par Emmanuel Macron en France, directeur général et fondateur de Jocolabs, membre du Conseil national du numérique au Sénégal, entrepreneur éprouvé et éprouvant. L'hôte de cet après-midi a démarré l'entrepreneuriat très jeune. Actuellement, sa dernière actualité est là encore, c'est à nous qu'il accorde la primeur et nous l'en remercions profondément. Il vient de rejoindre le projet 01 Talent Africa. Karim, si je prononce mal, merci de me rectifier, comme partenaire stratégique pour l'accompagner dans son développement en Afrique, aux côtés de la fondation de l'ancien international ivoirien Didier Drogba, avec à la clé la formation de millions de codeurs sur le continent. Et on connaît très bien, Karim Sy, l'intérêt particulier que vous accordez pour les questions liées à la formation, aux compétences, à l'entrepreneuriat. D'abord, bonsoir. Et comme c'est la première fois, Karim, je vous laisse saluer ce beau public et principalement les illustres discutants que je remercie encore une fois pour leur disponibilité encore cet après-midi. Merci Ousmane et merci à tous. Et bien sûr, quelques amis que je vois dans ceux qui vont animer ce panel et d'autres dans les participants. Merci. En tout cas, merci à vous, bienvenue. Karim, si vous pouvez parler un peu plus fort, j'imagine que vous êtes à Jean aujourd'hui. Alors, au-delà de ce que Google parle de vous, Google dit de vous, Karim, quelle est l'autre histoire de Karim Sy qu'on ne connaîtrait pas, qu'on ne connaît pas encore? Oula. Je ne sais pas, en fait, c'est le problème, c'est qu'on connaît souvent peut-être qu'une seule facette des personnes, effectivement. C'est vrai qu'on me voit beaucoup dans la tech, mais il faut savoir que j'ai eu un parcours qui est beaucoup plus riche que ça. J'ai même été j'étais dans le commerce international où j'ai beaucoup collaboré sur les questions d'exportation, de structuration des filières agricoles ou bien d'autres filières, d'ailleurs, avec le Centre du commerce international des Nations Unies, avec le ministère des Affaires étrangères de Hollande, pour lequel j'étais expert régional, aussi bien au Sénégal qu'au Mali, au Bénin, dans l'Ouganda, donc vraiment dans des zones complètement différentes. Ce qui a continué de m'alimenter, d'ailleurs, sur ma réflexion, parce que souvent on voit le numérique, mais le numérique est un outil qui vient renforcer l'économie, en fait, et les entreprises en général. J'ai aussi beaucoup fait d'appui à la compétitivité des entreprises ou des organisations. J'ai participé à la réflexion aussi sur l'amélioration de l'administration. J'ai été, en fait, c'est notre structure qui avait fait à l'époque tout ce qui était modélisation des process, par exemple, qui ont donné Gaindé, la fameuse solution d'informatisation de l'import-export au Sénégal, qui est aujourd'hui une référence au niveau mondial. J'ai été impliqué sur les premiers travaux, puisque le Sénégal était précurseur. J'ai été le coordonnateur en 2000, 2002, 2007 de l'audit du fichier électoral, qui a lancé après toutes ces séries d'audits. On a changé notre casquette d'ailleurs parce que on a vu que l'impact n'était pas forcément aussi grand qu'on aurait imaginé, vu que les recommandations n'étaient pas forcément suivies.
Et on s'est impliqué en 2012 avec la première plateforme, avec JoCollab, projet que j'ai initié en 2010. Première plateforme d'implication de la société civile et de mobilisation de la société civile dans le cadre des élections, mais en lien avec multi-acteurs, avec les ONG, avec les différents partenaires. Donc, voilà, je dirais, je vais m'arrêter là. Il y a pas mal de projets qu'on a pu porter. Donc, je me nourris en fait un peu de cette expérience qui est à 3 niveaux, qui est au niveau aussi bien de l'entreprise, puisque j'ai monté pas mal d'entreprises ou investi dans certaines entreprises, et à l'échelle africaine. Et par ailleurs, je suis impliqué sur les organisations professionnelles. J'étais membre fondateur d'Optique, vous l'avez mentionné, et à partir de là aussi, c'est qu'Optique est membre de la FOPAO, et Optique a été très clé dans la mobilisation même de la structuration du secteur auprès des organisations patronales de la région UMOA et voire plus loin. Et enfin, au niveau justement un peu plus macro, avec l'appui à l'État, étant membre déjà du Conseil supérieur de l'industrie à l'époque, participant au sommet mondial de la société de l'information. Donc, on a vraiment pensé le secteur, accompagné le secteur, réfléchi le secteur. Voilà. Oui, vous avez parlé d'un niveau macro, moi je vais dire un niveau macron. Cette stature internationale, africaine d'abord, internationale de plus en plus, en quoi est-ce que c'est important sur votre parcours, pour votre parcours? Alors moi, ça a été intéressant, cette participation au CPA, parce que j'avais une vision vue de l'Afrique, on va dire. Et là, du coup, j'ai une vision vue de l'Europe, de quand même de la 6e puissance économique mondiale. Hein. Donc, la France, c'est ce qu'elle est. Un grand partenaire de la zone Afrique francophone, et particulièrement de nos pays. Certains partenaires que je ne connaissais pas trop, l'AFD, etc. Il faut savoir que moi, j'ai fait mes études au Canada, donc j'ai fait une partie de mon lycée et collège en France, mais de manière en pointillé. Donc, je n'avais pas véritablement une connaissance de la manière dont la France fonctionnait, et notamment la France à ce niveau-là, parce que là, j'ai été propulsé au cœur du fonctionnement de l'État français. Ouais. Donc, c'était extrêmement intéressant de pouvoir échanger avec ceux qui pensent la France, finalement, sur l'Afrique, voir comment ça se passait, avoir les feedbacks, dire ce qu'on pensait, et puis voir les réactions, etc. Donc, ça a été une très belle expérience pour moi de pouvoir m'enrichir de ça, de pouvoir valider aussi des idées, des concepts qu'on peut avoir, parce que vu d'ici, des fois, on se dit, bon, peut-être qu'on n'a pas toutes les infos. C'est vrai qu'ils sont surinformés là-bas par rapport à nous, des fois. Donc, voilà, très intéressant. Oui, et à côté de Macron, évidemment, il y a le président rwandais. C'est d'ailleurs la photo un peu en illustration, si je ne me trompe, sur votre LinkedIn. Les deux, Macron, le Rwandais, Paul Kagame, parce que tous deux se retrouvent un peu sur une certaine vision du numérique, de la tech en Afrique. En quoi est-ce que, disons, ce duo a permis de faire évoluer notamment nos startups? Alors, duo qu'on a essayé de renforcer, parce que vous avez vu que le dernier VivaTech, on avait Macron, le président Macron, le président Kagame et le président Macky Sall. Donc, on a un peu le pendant Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. C'était un peu ce qu'on voulait. On veut une Afrique qui se conjugue au pluriel, n'est-ce pas? Kagame a fait quelque chose de fort. On sait que c'est un pays déjà qui a fait un parcours incroyable, hein, pour passer d'une crise innommable d'un génocide à un pays qui fonctionne aujourd'hui de la vie de tout le monde extrêmement bien. Je crois qu'avec Israël, c'est les seuls pays qui, en moins de 100 ans, ont réussi à avoir un niveau de développement, de croissance et de développement de ce niveau-là. Et donc, c'est assez remarquable. Moi, j'ai eu la chance, en plus, de faire une mission avec le directeur général de l'AFD, M. Rémi Rioux,
qui avait préfiguré la reprise des relations entre la France et le Rwanda. Et on était impressionnés par ce que faisait le Rwanda. Et bien sûr, le numérique est clé dans la démarche. En fait, elle est en partie un peu d'une coquille vide, parce que tout a été détruit au Rwanda. Ce n'était pas un pays qui était reconnu en plus pour être le plus avancé, c'était plutôt agricole, etc. Il a vraiment fait ce que tout le monde dit, c'est-à-dire le leapfrog, c'est-à-dire être dans une démarche disruptive, se projeter dans le futur et anticiper. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le côté numérique, il se positionne un peu comme le laboratoire de l'Afrique. En gros, vous voulez tester quelque chose en Afrique, vous venez chez nous. Ce qui s'est fait sur les drones, par exemple, pour aller distribuer les médicaments, des choses comme ça. Ils se sont entourés de tous les pays. Un des conseillers du président Kagame, c'était le monsieur numérique de Corée, par exemple. Donc il y a vraiment eu un peu tout le monde, les Coréens, les Israéliens. Ils ont été cherchés, en fait, partout là où il y avait des compétences et voilà, ils ont fait leur chose. Et bien sûr, de là, lors de sa présidence de l'Union africaine, il a quand même initié la grande initiative Smart Africa, qui aujourd'hui fédère plus de 30 pays, et notamment via un conseil des présidents. Il y a 35 présidents qui ont rejoint cette initiative. Et donc, ça devient l'initiative un peu majeure du continent, en tout cas à l'échelle macro. Et donc, avec pas mal d'ambition. Et donc, je dirais, voilà, c'est un peu le résumé qu'on avait. Emmanuel Macron, très, très motivé et qui est souvent engagé comme l'avocat de l'Afrique auprès de ses pairs, que ce soit à l'Union africaine, que ce soit au G20, que ce soit au G7. D'ailleurs, on a eu la chance un peu de suivre ces différents rendez-vous, puisque le G7 s'était organisé en France. Voilà, il y a pas mal de rendez-vous et sur lesquels la France a toujours voulu de marquer le coup pour avoir sur l'agenda la question africaine. Et donc, avoir cette rencontre, c'était quelque chose d'assez important. Emmanuel Macron, vous avez dit très motivé, j'ajouterai très objectivement très jeune, très agile comme une start-up, lui-même qui parle de start-up nation. Aujourd'hui, c'était important qu'on ait quelqu'un de si jeune qui arrive à mettre le numérique en avant. On se souvient particulièrement de ce discours à Ouagadougou. D'ailleurs, il a parlé, si je me trompe, pour la première fois officiellement de cette association Digital Africa dont vous venez de quitter la présidence. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir saisi bien la question. La question, c'est Emmanuel Macron, très jeune, très agile, comme une start-up qui comprend les enjeux numériques. C'est important pour le continent? C'est important pour même la France, en fait. Parce que, mais là, on parle de l'Afrique, je veux dire. Oui, mais c'est lié parce que souvent, beaucoup, en tout cas dans la zone francophone, encore une fois, moi j'ai fait le Canada. Vous savez, j'aime bien dire, et je le disais en France, ça choquait un peu, mais quand j'étais au Canada et que je venais en France, j'avais le même sentiment parfois que quand je quittais la France pour venir en Afrique, en termes de retard sur la technologie. Et donc, quand on se place dans ce contexte mondial, on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les cartes sont en train d'être distribuées. C'est-à-dire quand on parle du numérique, et d'ailleurs on voit bien aujourd'hui la guerre économique est en train de se mener entre les États-Unis et la Chine, parce qu'on ne peut plus dire que la Chine copie. La Chine aujourd'hui a plus de 2 ans d'avance sur la 5G et certaines technologies. Et donc, dès ce moment-là, on a des modèles qui sont en train de s'enchoquer. Et malheureusement, la France est très en retard sur le numérique. À plusieurs niveaux. Et donc, aujourd'hui, elle travaille d'arrache-pied, et notamment sous le leadership du président, pour rattraper, mais il se trouve qu'il y a toute une administration à faire suivre. Et là, on retombe sur des problèmes comme ceux qu'on va avoir en Afrique, où il faut que l'administration suive, il faut que les gens comprennent. Comme vous l'avez dit, lui, il est jeune, il percute. En plus, c'est un infatigable travailleur. Il a une énergie incroyable. Donc, il faut aussi pouvoir le suivre. Et l'administration, je pense qu'elle a beaucoup de mal à le suivre. Les gens, pas tous. Vous savez, à l'époque, encore une fois, quand j'étudiais au Canada, le président Jacques Chirac, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il avait fait l'inauguration de la bibliothèque François Mitterrand, grande bibliothèque parisienne avec les plus hautes technologies de l'époque,
On lui avait dit, Monsieur Chirac, vous êtes devant l'ordinateur. En gros, il avait accès à toute la bibliothèque et la souris est juste là. Et lui, il ne savait pas ce que c'était une souris. Il a dit, il est où le Wow. mulet, le mulot? Et donc, Oui, moi, je trouve que cette anecdote est très représentative d'un oui, ratage qu'il y a eu en France. Ils ont raté une marche. Alors, ils sont intelligents, ils essaient de rattraper. Mais là, maintenant aussi, cette nouvelle culture euh, du numérique va aussi avec une forme de démocratisation, de méritocratie. Or, la France, on le sait, c'est les grandes écoles. Donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Ça reste très fermé. Il faut être de là-bas. Donc, d'ailleurs, on voit l'univers. Moi, sous Digital Africa, j'ai beaucoup poussé pour qu'on sorte de l'univers parisien. oui, Et cette centralisation, le colbertisme, comme ils disent en France, qui est très fort, très centralisé entre quelques personnes et du coup quelques initiatives qui sont mises en avant alors qu'il y a des choses incroyables qui se font un oui. peu partout. Voilà. Et donc, voilà, dans ce sens-là, on a Excellent. truc. Donc, par rapport à Oui. l'Afrique, forcément, ses ambitions étaient de créer ce lien, d'où effectivement l'initiative qu'on avait voulu lancer de Digital Africa, qui était beaucoup plus ambitieuse, peut-être trop d'ailleurs, que ce que ça devient aujourd'hui, malheureusement. Je vais ouvrir la parole tout à l'heure à l'un de nos discutants basé d'ailleurs à Paris, donc qui connaît un peu très bien ce regard français sur la tech en Afrique. Mais très rapidement, pour évoluer un peu, Karim, si on devait faire un petit bilan de l'implication française dans la tech en Afrique, on pourrait retenir quoi? Il y a, par exemple, ces quelques projets de financement des entrepreneurs, mais au-delà, est-ce que vous en retenez d'autres exemples? En fait, il y a énormément de choses qui se font, mais ce n'est pas visible parce que Oui, il y a une forme de saupoudrage un peu partout. Et donc, oui, c'est d'ailleurs pourquoi on avait parlé d'un label Digital Africa pour labelliser les projets et pouvoir les identifier. Parce que vous savez, étonnamment, vous allez à l'AFD aujourd'hui, vous leur demandez quels sont tous vos projets liés au numérique. Et le oui, problème, c'est qu'aussi le numérique est aujourd'hui dans tous les secteurs. oui. Et ils ne sauront Très pas vous le dire. transversal. Ils ne sauront pas vous le dire. Mhm. Euh, il leur faudra du temps pour compiler toutes les informations. Donc vous voyez bien, dès ce moment-là, que c'est extrêmement compliqué. Il y a le ministère des Affaires étrangères qui fait des projets à travers un financement particulier, FSPI, où ils peuvent donner des petites bourses de 500 000 euros à des entreprises françaises pour aller faire des projets pilotes en Afrique ou des Oui, projets qui sont porteurs. Vous avez quelques petites bourses qu'ont les ambassades, vous avez la coopération, vous avez l'AFD qui finance pas mal de projets, vous avez les ONG, vous avez le secteur privé, vous avez des fonds qui sont montés via des programmes d'appui, vous avez la Proparco qui finance des choses. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors, oui, la différence qu'on avait amenée et qu'avait voulu le président, c'était de dire il faut aussi qu'on accompagne l'écosystème. Aujourd'hui, la population africaine est jeune. Elle nous a démontré qu'elle est créative et qu'elle a une énergie incroyable, qu'elle est entreprenante, qu'elle a envie de faire des choses. Mais ce qu'on constate, et il y avait une étude de l'AFD de 2017 qui avait été faite par Roland Berger, qui montrait que l'écosystème manquait d'interconnexion, manquait d'être complet. Et oui, par ailleurs, parce que vous savez, un entrepreneur, c'est tout un parcours. C'est une idée oui, projet, c'est la constitution d'une équipe, c'est le développement de son projet concrètement, oui, c'est oui, ensuite d'aller sur le marché et de pivoter jusqu'à ce qu'il trouve le bon rapport avec son marché. Et après, c'est d'aller en croissance. Or, sur tout ce parcours, il y a besoin d'un accompagnement. C'est la vallée de la mort, la fameuse vallée de la mort, c'est 5 ans où oui, le jeune entrepreneur, il a tout ce parcours à faire. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'appui. Les oui, gens viennent après, là où on cherche la petite pépite. Tous les jours, on doit oui, vous appeler. Moi, je sais qu'avec Jocolab, chaque fois, on nous appelle. Alors, c'est quoi la pépite? Donc, en gros, donnez-nous le diamant et puis on continue avec. Et puis, débrouillez-vous pour créer les autres diamants. Donc là, on est presque dans une logique de pillage des oui, bons projets. Et c'est pour ça, et c'est ce que se plaint tous les entrepreneurs en disant il n'y a pas de financement, il n'y a pas de... Mais ce n'est pas que le financement, c'est de l'appui aussi en infrastructure. C'est ce qu'on essaie de répondre à Jocolab. Alors, oui, quand on comprend qu'il y a des besoins différents à différentes étapes, on comprend qu'en fait, il faut tout un écosystème très riche qui doit accompagner l'entrepreneur tout au long
de son parcours pour créer un escalier très soft dans lequel il peut progresser. Et ça, c'était l'ambition qu'on avait. C'est pour ça que le président avait instruit l'Agence française de développement pour arriver à créer des petites bourses à partir de 30 000 euros. C'était ce qui était annoncé en 2018, justement, avec Kagame, quand on a fait cette annonce de lancement de Digital Africa. Malheureusement, on a vu que les services, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça, et ça demande beaucoup plus de travail, ça demande à penser de manière complètement en rupture. C'est pour ça qu'on avait parlé d'une plateforme. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Donc, les 65 millions, ils vont aller dans du 500 000, dans du 1 million, ils vont aller dans les trucs classiques. Quelques petites bourses que vous allez avoir par-ci, par-là. Mais en fait, le gros, malheureusement, ne sera pas sur ce segment-là qui était la cible initiale. Merci. Merci Karim. Alors, on va accueillir notre premier discutant parce que quand on reçoit Karim Sy, on reçoit en même temps plusieurs acteurs suivant un peu les problématiques auxquelles s'intéresse notre invité de marque, l'éducation, les compétences, bien évidemment la formation aux nouveaux métiers du numérique comme on les appelle aujourd'hui. Mais bien évidemment, on parle d'entrepreneuriat, de financement, on parle de conseil présidentiel pour l'Afrique. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous recevons déjà pour ce CPA et pour l'éducation le professeur Mbaye Fall Diallo. Comme vous, Karim Sy, Mbaye Fall Diallo est parti du Sénégal à côté de Bourindao et sûrement de tant d'autres. Il fait partie un peu de ces Sénégalais du CPA. Mbaye Fall Diallo, professeur en ligne du nord de la France, de Lille, bonsoir. Alors, le professeur qui va réactiver son micro. Il faut juste que j'active mon micro. Bonsoir Ousmane. Bonsoir, professeur. Merci de bien cadrer l'image, s'il vous plaît. Ça va? Merci de bien cadrer l'image, professeur. Alors. Voilà, vous mettez juste au milieu de l'image et voilà, merci. Et je dois dire, le professeur qui fait un travail remarquable au CPA, hein, parce que on lui a donné le maillet pour prendre la suite. C'est le CPA saison 2, comme on dit. Et franchement, j'ai pu voir à maintes occasions son engagement pour mobiliser les députés, les gens en France, les institutionnels et autres. Il fait un travail qui est remarquable. Merci Karim. Merci Karim, merci professeur. Regard un peu sur le côté CPA et éducation de Karim Sy. Oui, donc, je pense qu'en fait, Karim avait jeté les jalons du travail sur lequel nous continuons aujourd'hui en fait d'évoluer, en tout cas que nous essayons de faire évoluer. Malheureusement, enfin, Digital Africa en tout cas n'a pas évolué tel qu'on l'aurait souhaité. Hein. Ça, Karim le sait, je pense, mieux que moi. On aurait souhaité, en tout cas, parce que Karim avait donné un certain nombre en fait d'orientation en fait à cette structure. Bah, comme il le disait, hein, l'idée c'est vraiment d'avoir en fait une plateforme qui peut être, qui va regrouper en fait, rassembler tous les acteurs qui tournent en fait autour du digital. Donc voilà, je pense que certains d'entre vous ont lu un peu dans la presse. Voilà, comment ça a évolué par la suite. Hein. Voilà, mais globalement, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit, hein, ce que je suivais depuis le début. J'ai raté quelques minutes, hein, le temps d'arriver. Oui. Donc voilà, sur la présence transversale en fait de la tech ou du digital, quasiment, c'est dans tous les domaines. Hein. Il n'y a pas un seul secteur d'activité aujourd'hui qui n'est pas concerné en fait par ces outils-là. Et qu'il est important d'être dans une logique en fait de plateforme. Il a aussi évoqué en fait la problématique du financement. Parce qu'en fait, c'est une question qui se pose, mais il n'y a pas que cette question-là en fait du financement. Je pense qu'en fait, il faut qu'on soit dans une logique beaucoup plus globale de parler en fait d'un écosystème, de parler d'infrastructure, hein, c'est le terme que Karim a utilisé. Et dans ce sens-là, donc, il y a eu un outil qui a été un dispositif en fait, qui a été mis en place par le CPA qui s'appelle le Pass Africa. Voilà, évidemment, le Pass Africa n'est pas centré sur tout ce qui est tech en fait digital, mais, voilà, mais ça en fait partie. Hein. Ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment destiné à des jeunes donc, qui sont basés en France, des jeunes de la diaspora. Ça peut être aussi des jeunes français hein, qui souhaitent investir, qui souhaitent développer en fait des activités économiques, d'entrepreneurial sur le continent africain. Et généralement, ces jeunes-là, en fait, sont exclus de tous les programmes qui existent, des programmes qui sont basés en France, ils sont exclus de ces programmes-là.
Et comme ils sont aussi basés en France, généralement, ils ne sont pas ciblés par les programmes qui existent dans les pays africains. Et l'idée, c'était de dire qu'en fait, il y a un angle mort et qu'il faut absolument qu'on soit capable de pouvoir mettre en place un outil. Et cet outil-là, en fait, a été mis en place à la suite d'un tour de France de l'entrepreneuriat, en fait, qu'on a effectué. On est allé dans plusieurs villes, on a rencontré pas mal d'entrepreneurs dans le domaine de la tech, dans le domaine de l'agriculture, enfin, etc. Et c'est suite en fait aux remontées des uns et des autres qu'on a mis en place en fait ce dispositif-là, et qui est vraiment beaucoup plus global. On est à la fois sur la question du financement, parce qu'il y a la BPI, la Banque publique d'investissement, qui accompagne. On est aussi sur le mentoring, sur l'accompagnement. Oui. Parce que ça aussi, c'est une question centrale. Il ne suffit pas juste en fait de donner de l'argent à des gens qui veulent entreprendre en fait pour qu'ils réussissent. Donc, je pense qu'il y a de l'accompagnement qu'il faut faire. Et quand on parle de l'accompagnement, finalement, j'en arrive en fait à la problématique aussi de la formation. Comment former en fait les personnes qui sont concernées, sachant que quand on parle de formation ici, c'est de la formation tout au long de la vie. Hein, parce que dans le domaine du digital, j'ai eu l'occasion de le dire, Ousmane, voilà, dans une émission il y a quelques années, quasiment tous les 6 mois, en fait, les choses en fait vont tellement vite que tous les 6 mois, tout ce qu'on avait appris quasiment, c'est devenu obsolète, et qu'il faut se mettre à jour, il faut vraiment en fait travailler. C'est vraiment une formation tout au long de la vie. Et moi, en tant que aussi acteur en fait de l'université, voilà, je vois ça en fait avec un œil assez particulier. C'est vrai qu'en fait, on a tout ce qui concerne la formation en tech de manière globale, et ça, je pense que ça doit entrer dans le cadre d'une stratégie beaucoup plus globale des États africains, et cela ne doit pas concerner que les entrepreneurs. Il faut que cela concerne aussi les collectivités publiques, les personnes que vous allez trouver dans les ministères, dans les collectivités locales. Il faut que ces gens-là soient vraiment en fait au diapason de ce qui se passe. Sinon, malheureusement, ils ne sont pas capables de mettre en place des solutions pour accompagner les entrepreneurs. Donc, ce point-là me semble vraiment important. Oui, Karim, si peut-être quelques regards un peu sur ce que vient de dire le professeur Mbaye Fall Diallo avant qu'on évolue. Non, l'éducation est clé, hein, comme il l'a dit, que ce soit de l'acculturation des décideurs ou de certains responsables ou cadres. Aujourd'hui, le digital est partout. Hein. Les gens travaillent sur l'informatique. Et bien sûr, de plus en plus, il faut qu'on arrive à développer des masses de talents qui sont au fait de toutes les dernières technologies. Je vois le grand frère Chrysotome, notamment sur la cyber, par exemple, et d'autres. Donc, mais ça, pour faire de la cyber, il faut déjà avoir la base. Et donc, il nous faut former massivement des talents et arriver à les identifier. C'est pour ça, d'ailleurs, que, effectivement, je viens de rejoindre la 01 Edu et notamment 01 Talent Africa, qui est une initiative qui se base sur l'expérience de Nicolas Sadirac, qui a monté Epitech 42, et donc qui a capitalisé son expérience de plusieurs années sur des centaines de milliers d'alumni pour monter une nouvelle plateforme de formation complètement disruptive, sans professeur, avec une approche de gamification, avec toute cette logique de les mettre dans des zones innovantes dans lesquelles ils vont apprendre à collaborer en développant, parce qu'en fait, comme il a dit, tous les 6 mois, il peut y avoir des nouvelles technologies, donc les gens doivent apprendre aussi à développer une certaine autonomie, à travailler en collaboration, et non pas juste être dans des logiques où ils attendent le professeur, etc. En Afrique, on a un doublement de population tous les 20 ans. Si on doit suivre à créer des écoles, et en plus, encore plus, parce que là, on parle pour tout le monde, mais en plus des écoles pour la tech, en fait, tout va passer dans le bâtiment, si on ne fait pas attention, et le ciment. Donc, il nous faut vraiment repenser l'éducation, arriver à être en logique de disruption. On espère ouvrir d'ailleurs la première zone en 2022 en Cap-Vert, et on est en discussion avec d'autres pays. Donc là, voilà, apporter vraiment des nouvelles approches qui vont permettre de sortir aussi assez massivement des talents, les identifier. Donc, dans un premier temps, on a des gens créatifs. Hein. Moi, j'ai vu un jeune Nigérian qui a eu une bourse de $100 000 pour aller aux États-Unis.
Et en fait, il apprenait à développer sur son téléphone portable. Wow. Donc, Wow. on a des cas incroyables. Oui. Il faut qu'on les identifie parce qu'en fait, il y en a sûrement plus qu'on l'imagine. L'intelligence, c'est quelque chose de réparti partout. Oui. Donc, trouvons nos intelligences, nos talents et valorisons-les. Et sur le développement web et mobile, on donnera tout à l'heure la parole à Douglas. Je sais que c'est son sujet favori de 10 000 codeurs. Professeur, encore quelques minutes avec vous, le temps pour Là, on va viser 1 million de codeurs. Pourquoi pas 1 300 000 d'ailleurs. C'est l'ambition qu'on s'est donnée. Karim, voilà c'est votre nouvelle ambition. Alors, Ouais. professeur, quelques minutes encore avec vous. Après, on donne la parole aux autres discutants. Mais bien évidemment, on vous invite à suivre et si vous voulez, vous pouvez rebondir au fur et à mesure. Il y a Chrysostome qui attend aussi en France. Quelques minutes encore, professeur, avec Karim Si. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à l'Université de Lille. En France, vous êtes évidemment, je l'ai dit, parti du Sénégal. Dans un contexte où on parle de concours général au Sénégal, vous avez énormément raflé pour obtenir après cette bourse d'excellence dont on parlait tout à l'heure. La suite un peu avec Karim, c'est quoi? Si je comprends, sur la tech. Oui, oui. Oui, enfin, la suite, moi, je voulais juste aussi, en fait, préciser que c'est vraiment important qu'il y ait une stratégie, en fait, pour la plus globale. C'est là où j'en étais. Oui. Donc, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser, auxquelles il faut apporter des réponses. C'est comment? Et je pense que Karim, quand il disait que, on ne va pas mettre tout l'argent qu'on a dans le bâtiment, c'était, Oui. on a vu en fait à cette question-là, ce sont les modalités. Comment former en fait les gens? On peut imaginer du parrainage, par exemple, faire en sorte que des étudiants puissent former en fait d'autres personnes qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas vraiment été en fait versées en fait à la tech. On sait aussi qu'en fait, via les réseaux sociaux aujourd'hui, via YouTube, on peut développer en fait un certain nombre de dispositifs. Oui. Et surtout aussi, un autre point qui me semble important sur cette question-là du comment, c'est vraiment comment utiliser aussi les langues locales. Parce qu'aujourd'hui, le contenu de la formation en fait existe en fait dans des langues étrangères, quoi, en français, soit en anglais, etc. Alors qu'on a une population qui est à 70% analphabète. Donc, il est clair que quand on parle de formation, de modalité en fait de former les gens et sans parler en fait des langues locales, on est en train de passer à côté en fait de l'essentiel. Donc ça me semble être en fait un point très important. Pour qui aussi, une autre question en fait qui se pose, c'est la cible. À qui est destinée en fait la formation? Évidemment, on va parler des acteurs économiques, des acteurs socioculturels. J'ai parlé aussi des collectivités, des personnes qui travaillent en fait dans les collectivités publiques, parce que ça c'est important. Et autre question qui me semble importante aussi, c'est pour quel marché? Les solutions qu'on développe en fait pour former les gens, c'est vraiment pour les former, pour développer quoi? Pour quel marché? Est-ce que c'est pour le marché local? Est-ce que c'est pour le marché international? Si vous prenez par exemple la Chine comme exemple, c'est vraiment sur ce plan-là, je pense, un pays exemplaire, hein, parce qu'ils arrivent en fait à développer des solutions à la fois pour le marché local, mais aussi pour le marché, je ne parle même pas de marché international, mais pour le marché mondial. Oui. Et là, ça fait qu'en fait, aujourd'hui, je pense que l'offensive de la Chine, l'émergence de la Chine est due au fait qu'ils ont été capables de développer des solutions à la fois pour le marché local, mais également pour le marché international. Et je ne saurais pas finir mon propos sans parler aussi de l'intelligence artificielle. Oui, l'IA. Parce que je pense que c'est aussi en fait un outil clé en fait, qui doit être aujourd'hui au centre de tout système de formation, que ce soit dans les écoles, de l'école primaire en fait jusqu'aux universités. Et il me semble que sur le Rwanda, que Karim a cité, il y a des initiatives en fait dans ce sens qui consistent en fait à mettre en place en fait de l'enseignement du codage, de l'enseignement de l'entrepreneuriat dès l'école primaire ou dès le secondaire. Et je pense qu'en fait, le plus tôt on forme les jeunes, le mieux ce sera en fait pour les mettre vraiment dans cette nouvelle dynamique. C'est très important. Et quand on parle de l'IA aussi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur les modalités de l'utiliser dans tous les secteurs de l'économie. Je vais prendre juste trois petits exemples assez rapides. Si on prend l'agriculture, par exemple, et l'élevage, je pense qu'il est tout à fait possible, via l'IA, de créer des fermes intelligentes, de telle sorte que
les agriculteurs, les éleveurs, en fait, puissent monitorer, puissent faire le suivi, en fait, des plantations, faire le suivi, en fait, du bétail, enfin, etc. Parce que l'IA est tout à fait capable, en fait, d'apporter ce type de solution. Et aujourd'hui, moi, j'aurais souhaité, sur le Sénégal, sur l'Afrique de manière globale, qu'on ait vraiment une réflexion, en fait, dans ce sens. Si on prend la pêche, pareil. Voilà, on sait que nos pêcheurs, parfois, ils partent, en fait, en mer, ils reviennent bredouilles, comme on dit. Et pourtant, en fait, via des systèmes, en fait, IA, on peut tout à fait les accompagner avec des outils, en fait, d'aide à la décision, de telle sorte, en fait, qu'ils puissent savoir qu'il faut partir à tel moment, telle période, etc., pour pouvoir aller trouver du poisson à tel endroit, en fait, de l'océan, par exemple. Si on prend l'immobilier, regardez juste, c'est aussi, en fait, un secteur que je suis un peu sur le Sénégal, mais quand vous regardez aujourd'hui, problème de sécurisation des titres. Quand vous achetez aujourd'hui, en fait, un terrain sur le Sénégal, comment sécuriser, comment savoir qu'en fait c'est fiable, c'est pas fiable. Là, pareil, je pense qu'il y a tout un ensemble de questions qu'il faut se poser à ce niveau-là, et la tech de manière globale et plus particulièrement l'IA peut tout à fait apporter des solutions aux acteurs, en fait, dans ces secteurs économiques. Merci infiniment, professeur Mbaye Fall, déjà pour la générosité dans le partage, mais ce n'est pas surprenant. Vous êtes un enseignant, vous aimez enseigner et ça se reflète un peu à travers votre propos. Merci beaucoup. Je ne vais pas demander à Karim de réagir parce que sinon, ça pourrait nous prendre du temps supplémentaire alors qu'il y a d'autres discutants avec nous, mais c'est que professeur Mbaye Fall, vous nous comprenez très bien. Alors, les femmes aussi, évidemment, qui ont la parole. Rosalie Abokon, qui lève la main. Est-ce que nous entend Rosalie? Rosalie qui lève la main, dont le micro est ouvert, mais qui ne réagit pas, et elle peut toujours se rattraper. Chrysostome Kumbisamba, alors vous tenez à cet aspect panafricain de la tech, vous militez depuis quelques années, c'est pour cela que je vous ai connu d'ailleurs en France comme au Sénégal, pour un réseau d'experts cyber en Afrique. Bien évidemment, vous retrouvez un peu dans ce parcours de Karim Sy et sur son côté panafricaniste. Chrysostome? Est-ce que Chrysostome nous entend? Il n'a pas activé son micro, j'ai l'impression. Oui, Chrysostome qui apparemment n'a pas activé son micro. Il y a trop de sécurité. On lui a donné tous les droits. Le problème doit se trouver sur son ordi parce qu'à Chrysostome, nous avons donné tous les droits pour qu'il intervienne. Je pense que c'est possible maintenant, Chrysostome. Voilà, c'est excellent. Vous avez le micro, donc vous avez la parole. Je n'entends pas. Hein. Moi non plus. On va évoluer. Karim, le temps de caler peut-être avec un autre discutant. Finalement, c'est une chance pour le professeur Mbaye Fall qui vous attend notamment sur l'IA, l'intelligence artificielle. Et je rappelle d'ailleurs que le premier directeur du centre de recherche en intelligence artificielle que Google a implanté au Ghana, c'est un Africain, il s'appelle Moustapha Cissé, un Sénégalais, qui a été la première personne invitée de ma nouvelle émission au Sénégal. L'IA, un peu qui doit trouver sa place, le plaidoyer de Mbaye Fall. Karim Sy, vu de vous, ça donne quoi? Écoutez, je pense que c'est le président de Russie qui avait dit que celui qui maîtrisera l'IA sera le maître de demain. Donc, je pense que ça résume tout. Oui. Aujourd'hui, l'IA notamment, mais ce n'est pas que en fait, font partie des technologies fondamentales. On voit bien comment la 5G. C'est pour ça que je parlais de technologies avancées. Hein. Oui. Je pense qu'il y en a plusieurs. Oui. L'IA en fait partie, gestion des data, la 5G, l'Internet des objets, etc. Oui. On a plusieurs technos qui rentrent en ligne de compte, qui touchent à tous les secteurs, comme il l'a bien présenté, et auxquels il faut s'intéresser. En fait, il faut se dire que aussi, il y a les technologies spatiales qui rentrent en ligne de compte. De plus en plus, on a ces technologies-là, c'est des outils, en fait. Ce sont des outils qui sont au service d'eux. Donc, je suis dans l'agriculture, il faut se questionner, en fait, sur comment l'utiliser. Et je crois que plus on va faire cet exercice, plus on va sortir des solutions qui seront adaptées à nous, puisqu'en fait,
on a beau dire, arriver à penser, c'est pas pour rien que Google ou Facebook ou autres ouvrent des bureaux en Afrique. C'est qu'en fait, à un moment donné, ils ont dit que l'Afrique ne peut pas se penser à partir de la Silicon Oui, Valley. Donc, oui. il va falloir venir sur le terrain et échanger et prendre des informations et travailler à partir de là. Donc, je pense que les Africains Oui. restent en première ligne pour trouver les solutions à leurs problèmes, Mhm. mais il va falloir maîtriser les technologies. Tout à fait. Chrysostome, cette fois c'est bon, vous nous entendez? Chrysostome? Chrysostome qui semble avoir quelques soucis. Alors, on ne va pas rater l'occasion de donner la parole à Douglas qui la demande. Douglas de 10 000 codeurs, Karim vient de le dire, ça va plutôt s'appeler 1 300 000 codeurs en Afrique. Alors, on va lui donner la parole tout à l'heure, Douglas. On a déjà eu l'occasion de le recevoir lorsqu'on parlait de la formation au nouveau métier du digital, avec notamment Sonatel Academy. Alors, Douglas, on vous donne la parole sur déjà ce côté un peu formation, notamment au nouveau métier. Vous êtes fait un nom aujourd'hui en Afrique avec 10 000 codeurs qui va évoluer un peu plus tard, n'est-ce pas? Douglas, merci de réactiver votre micro. Bonsoir Ousmane, Bonsoir et bienvenue. Merci de m'avoir invité à cet événement. Bonsoir au grand frère Karim Sy. Bonsoir à tous les intervenants. Oui, entre guillemets, je me suis fait un nom, j'en suis ravi. Ouais. Je milite effectivement depuis plusieurs années pour une jeunesse africaine qui s'autonomise, gagne des sous en profitant d'un besoin mondial qui est le besoin en talent. Je milite pour une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique par sa jeunesse. Oui. Et à travers 10 000 codeurs qu'on a lancé il y a quelques années, c'est l'instrument pour militer avec un premier jet. Donc 10 000, je rappelle, c'était l'idée du projet entre 2015 et 2025. Initialement, donc il y a 5 ans, c'était sur un métier, donc le métier de développeur d'application. Oui. Et on a fait un pilote avec 300 personnes dans 5 pays, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, et puis plus récemment Guinée. Mais le projet a évolué depuis. Le projet a évolué et aujourd'hui, on parle plus, nous, on s'appelle 10 000 codeurs, mais on parle de moins en moins de codeurs, parce que vous avez vu, on a cité quelques technos là. Oui. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de blockchain, on parle de no-code. On parle de no-code, vous voyez. Oui. Donc, partir sur le côté codeur, en fait, ça va être de moins en moins réaliste, puisque les besoins, ils sont aujourd'hui quasiment ailleurs, entre guillemets. Donc, le projet va évoluer. Donc, il y a des choses qui vont arriver aussi pour 10 000 codeurs, vous verrez d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est toujours déterminé à accompagner la jeunesse. On s'est posé la question, comment, à partir de ces 300, qui était la phase pilote, comment est-ce qu'on pouvait aller à 10 000? Et figurez-vous qu'aujourd'hui, on a de très bonnes nouvelles, puisqu'on a mis en place un modèle. Je cherchais en fait un modèle pour passer à l'échelle, et ça y est, on a trouvé. Et à l'heure où je vous parle, on est très content. On a trouvé un modèle en 3 étapes pour permettre à n'importe quel jeune du continent de pouvoir avoir un emploi dans le secteur du numérique, avec une approche qui est inclusive. Parce que le problème souvent des écoles, c'est qu'elles disent qu'il y a 5 000 places, mais en fait, il n'y en a que 100 qui vont être sélectionnés. Donc ça, c'est catastrophique pour les 4 900 autres. Oui. Donc, c'est inclusif, c'est personnalisé, chacun va à son rythme, et puis ça avance. Donc ça, c'est très intéressant. Donc moi, je suis très content d'être avec vous. Merci encore, oui. Anne. Alors, j'écoutais attentivement ce que le grand frère Karim disait tout à l'heure, et puis le parcours qui a été le sien. Moi, je connais Karim depuis… Karim, ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans? Un petit moment, ouais. Ça fait très longtemps. Wow. Et moi, si Ousmane, tu le permets, j'avais peut-être 2-3 réflexions à avoir sur le pourquoi aujourd'hui les 450 millions de jeunes, parce que rappelons-nous, il y a 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. 450 millions.
Donc, même si on parle de 1 300 000 codeurs, bon, on est très, très loin du compte. Aujourd'hui, à mon avis, il y a un vrai souci. On parlait aussi tout à l'heure de la France, de ce que la France fait, etc., de ce que les autres font. On parlait de financement, mais moi, la réflexion de mes 5 ans sur le terrain à essayer de faire des choses, c'est que le vrai problème, il est pas de l'extérieur. Le problème, en fait, c'est nous. En fait, nous sommes le problème et nous sommes la solution. Moi, ce que je retiens de mes 5 ans à essayer de faire des choses, c'est que, en fait, on ne travaille pas ensemble, en fait, nous tous. Et moi, c'est là où j'étais un peu surpris et un peu déçu, je dois vous dire, c'est que le problème, il est organisationnel. La réponse à un problème, elle est endogène. Ce n'est pas la France qui va nous aider à ce que les 450 millions de jeunes qui ont entre 15 et 35 ans aient du travail. Non. Ce n'est pas à la France de le faire, parce que la France, elle a ses propres problèmes. Oui. Donc, la solution, c'est nous. Et aujourd'hui, mon problème, c'est que le problème, c'est nous. Et là, le grand frère Karim, il est avec moi, mais ça fait 15 ans qu'on se connaît, mais on n'a rien fait ensemble. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ceux qui incarnent, entre guillemets, les grands frères, c'est-à-dire ceux qui incarnent le changement, ne travaillent pas ensemble. Douglas, tu me surprends, parce que quand tu as lancé 10 000 codeurs, je vais me rappeler que tu étais à Jocolab au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et ailleurs. Donc, il y a eu des choses. Oui, en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a travaillé, c'est-à-dire que nous, et je remercie encore Karim, quand on a voulu lancer 10 000 codeurs, je rappelle, on l'a lancé aujourd'hui au Sénégal, et c'était dans les locaux de Jocolab. Parce qu'on cherchait un local. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que dans la durée, il y a un sujet qui est de dire quel projet on fait, qu'est-ce qu'on construit ensemble, comment on va faire pour que les jeunes qui se posent des questions partout dans les écoles, des jeunes qui n'ont pas accès au numérique, comment on fait pour que les maires qui se posent des questions, comment gérer la jeunesse, comment on fait pour que les collectivités locales, les États, quel projet on propose globalement, avec quels indicateurs on va avancer. Et c'est ça, en fait, moi, je pense, le vrai souci aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas assez, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas assez ensemble. Assez connecté. On n'est pas assez connecté et on ne se donne pas assez les infos. Moi, Digital Africa, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Digital Africa. Et aujourd'hui, dans les connaissances que moi j'ai, peut-être que Abderrahmane pourra donner. Moi, je ne sais pas ce qui se passait. Et peut-être que si Karim avait plus de soutien, si les Africains qui étaient dans Digital Africa avaient plus de soutien, ils avaient leur base, peut-être que les choses auraient été différentes. Et donc, moi, je pense que ma réflexion, c'est de dire, pensons à ces jeunes qui aujourd'hui, qu'on croise tous les jours et qui galèrent, en fait, qui sont intelligents, mais qui ne savent pas que la tech peut changer leur vie. Et donc, moi, la question que je voulais poser peut-être effectivement à Karim, c'est est-ce que, donc déjà, félicitations pour le nouveau projet, 1 300 000 codeurs. Déjà, j'avais peut-être 2 questions. La première question, c'était, est-ce que finalement, est-ce que ce projet-là, il va être, entre guillemets, inclusif au niveau de la communauté? Est-ce que l'écosystème des personnes que toi, tu connais, Karim, depuis tant d'années, est-ce qu'ils vont contribuer? Est-ce que tu vas leur demander de contribuer à ce projet? Et si oui, nous, en tout cas, on est très contents, on serait très contents de pouvoir contribuer. Et la deuxième question, c'était, finalement, est-ce que ce côté codeur, il n'est pas un peu dépassé? Parce que le sujet, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de nouvelles technos qui arrivent, on a la réalité augmentée, on a aujourd'hui des nouveaux besoins. Et comment sensibiliser en fait notre jeunesse de façon inclusive pour que n'importe quel jeune, à mon avis, il faut que n'importe quel jeune qui se dise, qui galère, qu'un cousin, un grand frère, un tonton puisse dire, ah, va voir le grand frère Karim, va voir le grand frère Douglas. Ils vont... Allô? Alors, Douglas, ça coupe, hein? Douglas? Là, c'est bon? Oui, mais très rapidement, donc, avant qu'on redonne la parole à Karim, parce qu'il y a Abderrahmane Gasmi qui attend et d'autres discutants. Avec votre compréhension, bien sûr. Non, bien sûr. Moi, c'était les 2 points que je voulais un petit peu soulever. Je pense que l'écosystème a besoin vraiment qu'on soit ensemble, tous, nous autres acteurs qui avons un peu de visibilité. Un peu, qui en avons un peu. Il faut que régulièrement, on envoie un signal à la base, on envoie un signal à l'écosystème, aux médias, au secteur public, au secteur privé pour dire attention, ces gens qu'on voit dans les journaux, ces gens qu'on voit partout, ils sont ensemble. Ils ne sont pas en silo, comme c'est le cas.
Merci beaucoup Douglas. Alors Karim, on va y aller très vite, on va accueillir les autres discutants naturellement, mais vous allez également donner d'autres nouvelles. On va évoquer par exemple le Conseil national du numérique au Sénégal. Certains observateurs ont l'impression que ça stagne. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Alors la réponse ou les réponses ou des questions de Douglas, après on passe à Abdelrahman. Non, bah, écoute, je pense qu'on en a souvent discuté avec Douglas de cette question et de voir comment faire. C'est simple. Hein. Moi, depuis 10 ans, 11 ans bientôt, Jocolab, c'est Joko. Joko, c'est le lien, c'est la connexion. C'est tout le principe de base qu'on a initié depuis 10 ans. Et dans tout ce que j'essaye de faire, ça se retrouve. Maintenant, nous, on tend la main, il faut que les deux mains soient tendues. Pour se serrer la main, il faut être deux. Donc, et c'est peut-être souvent là le problème. C'est-à-dire sur la durée, effectivement, les gens se laissent emporter et chacun est sur son projet. Et clairement, je crois que si je vais plus loin, ce que j'ai pu observer avec Digital Africa, c'est que l'Union européenne et autres, ils sont soudés. Et croyez-moi, c'est loin, très loin d'être le cas en Afrique. C'est ça la faille. Et en fait, moi, j'ai passé, je dirais, 2 ans à essayer de fédérer et justement de regrouper. Alors, c'est ça que les gens, beaucoup ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, déjà, il fallait que le projet prenne corps et que les gens veuillent bien, et c'est ce qu'on dit, veuillent bien se mettre ensemble. Et donc, comme on dit, hein, pour aller vite, allez-y tout seul, et puis pour aller loin, allez-y avec les autres. Mais le problème, c'est quand on va avec les autres, il faut choisir le chemin, choisir la vitesse à laquelle on va, choisir le véhicule avec lequel on va, etc. Et quand vous mettez dans un véhicule des entrepreneurs, des institutionnels, du gouvernement, parce que c'était ça, Digital Africa, des associatifs, donc des gens qui en fait fonctionnent tous en silo. Et c'est incroyable, hein. Chacun fonctionne en silo. Chacun a son petit créneau avec son petit modèle financier qui va bien. Et en fait, ce qu'il faut leur expliquer, et c'est ce que je pense la Covid est venue nous expliquer tous, c'est que si on ne se met pas ensemble, on est in big trouble, comme on dit en anglais. Et on l'a vu. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Spontanément, quand il y a eu la crise, beaucoup d'acteurs se sont fédérés. Spontanément, parce que là, c'était une question, entre guillemets, de vie et de mort au début. Alors là, avec le temps, chacun est en train de retomber sur ses vieilles habitudes, malheureusement. Mais on voit bien que la première réaction, qui est celle qui devrait être naturelle, qui est celle qui peut nous permettre d'avoir une vision à long terme, c'est de se regrouper, de mutualiser. Et je vous rappelle que sur Digital Africa, c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler à l'interne, mais on parlait de biens communs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 10 milliards que mettent par exemple l'AFD dans des projets dont il y a toujours une brique numérique, si cette brique est mise en commun dans de l'open source ou autre, mais vous imaginez la révolution que ça fait? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces différents partenaires qui voudraient s'impliquer, s'ils respectent les valeurs, parce que c'est ça qu'on avait posé au niveau de Digital Africa, doit pouvoir avoir accès et bénéficier de ça. Et s'il l'utilise pour un usage commercial, il va falloir qu'il reverse à la communauté globale. Et ça, c'est une grosse révolution qu'on a du mal à faire, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'aussi avec des projets du développement, comme par hasard, tout d'un coup, le projet fini, paf, ça devient un projet privé, où on a des choses. Donc, on a en fait tout un business, des ONG qui sont là et qui font du conseil alors qu'elles devraient faire autre chose. Donc, on voit bien que quand on commence à avoir cette approche-là, on commence à déranger beaucoup de monde. Et je peux vous assurer qu'on a dérangé beaucoup de monde. Et voilà. Donc ça demande un changement des mentalités. Moi, j'espère toujours que la Covid rappelle tout le monde à l'ordre pour qu'on arrive à penser plus que nous-mêmes, parce qu'en fait, c'est ça la question. Surtout dans des environnements où des petites structures vont avoir une logique de survie. Moi, on a assez de détachement, entre guillemets, du côté de Jocolab, parce qu'on a mis notre argent et on ne l'a pas fait pour faire de l'argent. C'est pour ça qu'on a refusé d'ailleurs beaucoup de projets. Ce qui surprend toujours, et les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est parce que justement, si on ne se bâtit pas avec nos fondations, on ne va pas attendre de l'extérieur, de X, Y, Z, quelqu'un qui va venir nous aider. Donc, il faut arriver à faire, déjà avec ses ressources, arriver à amener les gens à mutualiser pour construire ensemble et être plus forts ensemble. Et ça, je précise, il faut même arriver à dépasser, et c'est ce qui m'avait intéressé
et dans le CPA et dans Digital Africa, il faut arriver à dépasser les clivages nationaux, régionaux, continentaux. Il n'y a pas d'Afrique contre l'Europe ou autre. On est tous ensemble dans la même galère. Parce que quand les problèmes commencent, le Covid, on l'a vu, c'est tout le monde qui sont dedans. Donc, il faut qu'on apprenne à changer la dynamique tous ensemble pour que ça devienne vertueux. Merci. Merci beaucoup, Karim. Je vous entends d'ailleurs souvent parler très régulièrement d'écosystème à la place d'écosystème. Et je pense que ce mot résume très clairement ce que vous voulez dire. Merci à vous, Douglas. N'hésitez pas à rebondir au fur et à mesure, bien évidemment. J'ai vu, Karim, lorsque vous parlez de panafricanisme, d'union, d'unité que Abderrahmane acquiescé. En ligne de France, Abderrahmane Gassmi, vous êtes Chief Technology Officer pour les Échos et pour Le Parisien. On s'est connus d'ailleurs dans un cadre, disons, événementiel à la Maison de la Radio dernièrement. Bienvenue. En dehors de vos responsabilités en France, vous êtes avant tout tunisien, vous venez de Tunis et vous êtes entrepreneur, notamment dans le monde de la formation au numérique. Est-ce que vous pouvez placer une petite présentation pour qu'on entende mieux ce que vous allez nous dire? Bonjour, merci Ousmane pour l'invitation dans cette éminente assemblée. C'est une première. J'ai beaucoup de questions. Effectivement, enfin, je ne peux être que d'accord avec Douglas, que je connais aussi depuis un certain temps. Enchanté pour les autres personnes, notamment Karim. Oui. Moi j'ai une école de formation à Tunis, hein, donc CFT Tunis, et on fait de la comptabilité. On a démarré il y a très longtemps. Jusqu'à dernièrement, on va au BTS audiovisuel. On a des partenariats avec une école, une fac à Limoges, donc 3IL, où on fait un master, on prépare en partenariat avec des étudiants qui étudient en Tunisie le master informatique, gestion des systèmes d'information. Donc voilà, donc on délivre un bac +5 à des élèves en Tunisie avec un diplôme français. Et là, on fait aussi dans l'audiovisuel, donc on va jusqu'au BTS audiovisuel. Oui. Et en parallèle à ça, on essaye de développer des incubateurs. En fait, on est tuniso-tunisien, mais nous avons beaucoup d'étudiants africains de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de partout qui viennent à CFT Tunis. Donc on est déjà, enfin il y a beaucoup d'Africains subsahariens en Tunisie. Hein, ils sont très bien. Moi j'ai déjà vu notamment lors du FITA en 2020, il y avait beaucoup de présence d'Africains à Tunis. Hein. Oui. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Douglas, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Karim. Mais comment, moi déjà, l'initiative Digital Africa, comment elle s'est inscrite dans Smart Africa, en fait, puisqu'il y avait, est-ce que c'était avant ou pas, puisqu'il y avait déjà cette initiative? Karim, si vous pouvez répondre. Non, en fait, c'est une initiative clairement initiée par le président Emmanuel Macron. Donc, c'est une initiative qui était volontaire par rapport à la France, à élargir justement avec l'Union européenne, ce qui est assez nouveau. Donc, on a eu des partenariats avec la GTZ, l'Allemagne, tout ça, et GIZ. Et en fait, un des premiers partenariats qu'on a fait, c'était avec Smart Africa. Donc très clairement, voilà, il ne s'agissait pas de recréer la roue, sachant qu'aussi on était, parce que peut-être maintenant c'est différent, sur une démarche qui était vraiment bottom-up. Smart Africa a commencé par les présidents et est descendu. Donc là, l'idée, c'était de faire la rencontre des deux, hein, et de réunir le meilleur des mondes pour après pouvoir avancer ensemble. Et pouvoir être plus fort en regroupant justement ces initiatives-là. Donc, il y avait une vraie volonté de fédérer, d'où le projet de plateforme
qui permettent d'identifier les projets. Parce que moi, rien qu'en Afrique du Sud, je crois que j'ai dû visiter 10 à 20 projets de formation. Comme vous l'avez dit, en Tunisie, etc. Et des projets tous différents, inclusifs, disruptifs, etc. Donc, en fait, le continent, c'est 54 pays, on l'oublie, avec une foultitude d'initiatives. Et c'est un peu ça le truc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va arriver à capturer ces initiatives, les mettre en lien par domaine d'intérêt, hein, par exemple l'éducation, etc. Et puis y aller, quoi. C'était un peu ça. Et arriver à créer aussi un commun. Merci, Abdelrahman. Alors, est-ce que, moi je suis d'accord, enfin, alors pourquoi les raisons de l'échec de digital, enfin, de l'échec, pardon, mais de la du non-aboutissement à l'objectif voulu de Digital Africa, de par le nombre d'interlocuteurs institutionnels, enfin, comme vous l'aviez cité tout à l'heure, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, puisqu'on parle de digital, est-ce qu'on ne pourrait pas partir sur un MVP et puis ensuite ajouter des couches? Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce serait trop long, mais on va dire que, comme disait Empateba, la main qui donne est celle qui est au-dessus. Et en fait, en l'occurrence, la main qui donnait, c'est l'AFD. Et donc, dès ce moment-là, on avait beau dire, on avait beau avoir créé, entre guillemets, les conditions institutionnelles, puisque le premier travail a été de sortir de l'AFD le véhicule, créer une association. C'est la première fois dans toute l'histoire de France que l'AFD est membre d'une association qu'elle finance. Il faut quand même le savoir. Donc, on a fait des trucs exceptionnels. Mais reste que, on sait bien que, voilà, contractuellement, etc. et autres, on peut vous mettre toutes sortes de filets. Donc, on va vous embêter à vous demander des avis de non-objection, des ceci, des cela, pour tranquillement essayer de vous orienter vers là où on veut aller, versus ce qu'on a envie. Mais vous savez, c'est même pas méchant. Moi, je dirais que déjà, un truc très bête, c'est que quand on parlait de plateforme, on s'est rendu compte après 6 mois de déploiement, enfin d'échange et d'avancement dans le projet, que certains en France, très haut niveau, venaient de découvrir qu'on parlait d'une plateforme numérique. C'est pour ça que je parle de retard. Parce que ça veut dire qu'en fait, nous, on était en train de parler d'une banane et certains pensaient à une orange. Et donc, dès ce moment-là, en fait, on est complètement ailleurs. Il y a eu une séparation des objectifs. Non, mais c'est que le gros travail d'arriver à aligner tout le monde déjà pour voir là où on va. Et après, la France, c'est un pays qui ne sait pas, enfin, de mon point de vue, et c'est d'ailleurs tout à l'avantage du président Macron d'avoir osé un CPA, d'avoir osé ce type d'initiative comme Digital Africa, de dire l'administration ne sait pas faire, faisons à l'extérieur, logique start-up, et donnons les moyens parce que ceux qui savent faire le fassent en association avec l'administration. Mais l'administration n'a jamais fait ça en France. L'administration fait tout, en fait. Si vous regardez bien, 3/4 des initiatives, vous allez avoir quelqu'un de délégué de l'administration. Et d'ailleurs, la nouvelle directrice générale de Digital Africa, elle a travaillé à l'Institut français, elle a bossé au Quai d'Orsay. Alors, elle a un petit vernis tech et tout ça, mais on voit bien qu'il faut avoir ce côté international. Et comme j'ai dit, nous, on est complètement un truc. Et pourtant, certains étaient très à l'appui. Hein. Quelqu'un comme Rémi Rio, le directeur de l'AFD, était complètement dans la logique. Lui, d'ailleurs, sa stratégie, c'est de dire l'AFD plateforme, l'AFD qui justement partenariale, donc dans une logique inclusive et de nouveaux types de partenaires et pas juste les États. Donc, on voit là la problématique entre l'exécutif et les décideurs et l'État profond, entre guillemets, qui va, lui, ralentir, tenir et vous user jusqu'à la moelle pour avancer. Je vois très bien. Merci. Je vois très bien, merci pour ces explications. Et du coup, ma deuxième question, c'est comment… mais rapidement, Abdelrahman, rapidement, Pardon? Oui, je dis rapidement avec ta compréhension. Rapidement. Oui. Ce que disait Douglas tout à l'heure, c'était oui,
le problème, c'est nous, et la solution, c'est nous. Et donc, comment on peut créer ce MVP? Tu as cité Jocolabs, mais est-ce que ça ne peut pas être un noyau pour inonder l'Afrique, en fait, et qu'on soit nous-mêmes? Abderrahmane, je t'invite. Et merci pour cette passerelle. Non, mais parce que la plus grosse réussite de Jocolabs qu'on ne voit pas, c'est qu'on est aujourd'hui dans 9 pays. Oui. Mais on n'est pas dans 9 pays grâce à Karim Sy. On est dans 9 pays parce qu'au Mali, il y a Seydou Sy, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a Philippe Paris Kofi, parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, il y a Olivier Ngoué, etc., etc. Et donc, en fait, on a d'autres gens qui sont levés, qui ont dit on le fait, on se connecte. Et donc, par exemple, dans ton école, je ne sais pas, faisons un collab en Tunisie. Et en fait, voilà, et en fait, c'est comme ça qu'on se développe, parce que nous, on est une franchise gratuite. Et tout ce qu'on demande, c'est que les gens rentrent dans les valeurs qui sont les collabs et qu'on se connecte. Et justement, on crée des ponts, parce que le deuxième objectif, c'est qu'un entrepreneur qui a Jocolab peut aller au Cameroun, peut aller après en Tunisie, peut aller en France, peut aller en Côte d'Ivoire, etc. Et c'est ça l'idée. Si on n'arrive pas à s'imaginer comme ça pour avoir des leviers, c'est ce qu'on a essayé avec Douglas, de te donner tout de suite la capacité d'être sur 3 pays, ce qu'il a fait. Ça a quelque part réussi, parce que ça l'a lancé. Merci beaucoup, Karim Sy. Merci beaucoup. Merci Abderrahmane. Welcome in Tunisia. C'est très gentil à vous, Abderrahmane. Merci pour cette première connexion aux après-midi de la tech. Chrysostome Koumbi-Samba. Alors, Chrysostome qui semble avoir de gros soucis audio. Il a trop sécurisé son ordi. Voilà, j'espère qu'on ne l'a pas piraté. Hein. Chrysostome, grand expert cyber, j'espère que vous n'êtes pas piraté. Hein. Chrysostome, ça marche toujours pas. Merci de voir si vous n'avez pas muté le son de votre ordinateur. Tu peux le démute, non? Oui, parce qu'on a vraiment des soucis pour l'entendre. Pendant ce temps, on va passer. Karim, j'aimerais bien que les grandes dames de ce panel prennent aussi la parole. Il y avait la main levée de Rosalie tout à l'heure, mais apparemment, ça ne marche pas. Rosalie? Alors, Rosalie qui a quelques soucis, elle aussi, visiblement. Alors, nous allons accueillir Aminata Ousmane Kébé. Vous voyez que Ousmane est au cœur de son nom et ça fait chaud au cœur. Aminata? Oui, bonjour. Bonjour Ousmane. Bonjour et bienvenue. Bonjour Abderrahmane et Monsieur Samba. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis moi-même en France depuis 10 ans, Karim, donc j'ai fait la grande école du numérique. C'est aussi une initiative d'Emmanuel Macron. Plus de Hollande, mais c'est pas grave. Vous connaissez? Oui, très bien. On a discuté avec eux. Oui, j'ai vu même qu'avec le contexte Covid, là, ils lancent 12 000 formations et par rapport à ces 12 000 formations, ils sont en train de chercher des organismes de formation qui veulent être sous ce label Grande École du Numérique. Bon, j'ai l'impression que ça pêche un peu quelque part. Alors moi, en bonne expatriée en France, en présence des souffrances des ses petits frères et ses petites sœurs, je vais vraiment développer ma réflexion autour de cette population expatriée qui, je suis sûre que vous l'avez pris en compte, est une cible de vos formations. N'est-ce pas le cas? Voilà. Alors moi, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, déjà, une chose, ce qui m'a permis d'ailleurs de rentrer en contact avec Ousmane, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème de master. Il y a un hashtag sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, étudiants à master. Et c'est des bons Français, comme on dit, langage commun, qui sont dans cette souffrance. Alors, je me demande, pour nos petits frères qui ont fini leur licence et qui ne trouvent pas de master, qu'est-ce que ça doit être? Au niveau administratif, on sait que si on n'a pas ce titre-là, voilà, on est sans papier du jour au lendemain. Sachant qu'aussi, il y a une autre
population d'immigrés, c'est-à-dire le jeune aujourd'hui qui finit sa formation, master et tout, et qui ne trouve pas de travail dans son domaine. Celui-là aussi, il est en situation irrégulière dans quelques mois. Voilà. Alors, pour toutes ces populations, tous ces flux-là, aujourd'hui, vous proposez pour les prendre avec vous, rendre l'Afrique plus attrayante. Ce départ-là que je trouve que forcer, comment le rendre plus agréable. Sachant qu'il y a une initiative de l'OFI française là, ils ont un programme qui s'appelle le retour, l'aide au retour à l'Afrique. Je sais que eux-mêmes, si le titre de séjour, on va dire, on est au mois d'août, oui. Septembre, octobre, novembre, toutes les personnes qui ont déjà une obligation de quitter le territoire, qui n'ont plus de séjour régulier, ou bien qui vont le perdre ce séjour régulier dans 3 mois, ils peuvent bénéficier d'une aide qui peut aller jusqu'à financièrement, voilà, ça, je sais que ça 3 000 €, je crois. Oui, à 3 000 €. Je sais qu'il y a 3 ans, quand j'ai découvert le programme, c'était à 5 600 € pour un accompagnement, qu'ils vous aidaient, qu'eux-mêmes, ils aident à l'installation, à trouver un emploi si on a un projet et tout. Et à l'époque, je me rappelle que c'était Moïse Sarr qui était le secrétaire du ministère. Et aujourd'hui, qui est le ministre, je crois, Ousmane, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui lui le ministre. Oui. Voilà. Donc, je trouve que là, c'est vraiment pour vous, avec votre programme Codeur, de profiter. Moi, je me dis qu'il y a un moyen de faire un partenariat et d'aider cette population-là qui pourrait rentrer en Afrique dignement via de bonnes formations. Et je sais qu'au Sénégal, il y a de bonnes formations. Quand je vois que Atos, à la vitesse à laquelle ils recrutent sur ces postes si pointus, je trouve que l'Afrique n'a rien à envier à la France. On peut vraiment bien réussir sa vie tout en étant en Afrique, au Sénégal. Alors, je ne sais pas, vous, avez-vous eu ces réflexions-là? Quels sont les partenaires aujourd'hui qui peuvent aider encore une fois cette population qui ne me laisse pas vraiment insensible, tous ces petits frères et petites sœurs que j'imagine tout tremblant, tout... Vous savez, on a été dans les mêmes conditions. C'est ce que vous savez pas. Alors, tout à l'heure, Ousmane me disait peut-être de dire ce qui n'est pas sur Facebook. Mais moi, vous savez, quand il y a eu la dévaluation, nous, on ne recevait plus d'argent de nos parents. Et croyez-moi, au Canada, quand il fait moins 20 degrés, et au Canada, ce n'est pas un pays très solidaire comme on peut avoir en France, si vous ne faites pas attention, je pense que c'est un des facteurs qui m'a poussé à rentrer dans l'entrepreneuriat et à démarrer très, très vite les projets, mine de rien. Donc, moi, je dirais du coup, parce que j'ai vécu ça, et une de mes solutions, ça a été l'entrepreneuriat. Et je vous confirme, il y a des opportunités en Afrique. Maintenant, ne rêvez pas, et je ne vous ferai pas rêver. Il n'y a pas un tapis de rose qui va vous permettre d'arriver ici, et puis tout frais payé, et puis tout va bien se passer. Ça n'existe pas. Il y a quelques programmes au retour, on va essayer de vous faciliter. Mais même en vous facilitant, ça ne veut pas dire que vous allez arriver et tout va bien se passer et ça va marcher. Il y a beaucoup de projets qui ne marchent pas. Mais effectivement, il y a des programmes qui sont là pour accompagner. Nous, à Jocolab, on a un programme même là actuellement qu'on est en train de déployer pour accompagner 100 personnes de la diaspora, non pas à retourner au pays, mais à entreprendre dans leur pays, donc à initier un projet, que ce soit eux qui retournent ou avec des gens qui sont sur place, qu'on est en train de déployer. Mais tout ça, c'est de l'appui. Comme disait Douglas, le problème, c'est nous, la réponse, c'est nous. Donc, la réponse, elle vient de vous et après d'aller sur le terrain. Moi, il ne faut pas croire que j'ai atterri dans une 4x4. J'ai passé des années, des moments où je peux vous dire, moi-même, j'ai désespéré de ma situation. Donc, ceux qui vous disent le contraire, ils ont menti. Donc ça ne va pas être facile, mais vous êtes chez vous et c'est déjà pas facile là où vous êtes. Donc, pas facile pour pas facile. Je pense qu'il faut commencer à ouvrir les yeux différemment, se dire qu'il y a vraiment des opportunités dans au pays pour ceux qui veulent travailler, qui ont une expertise, qui ont quelque chose et qui s'engagent. Et de toutes les manières, comme on l'a dit, le savoir, il change. Donc,
en rentrant dans des démarches où vous allez apprendre, vous avez vous-même, tout est en ligne, même la formation de Harvard aujourd'hui est en ligne. Vous savez, c'est ça, je ne vais pas être trop long pour Ousmane. Oui, Moi, oui, j'ai oui. vu le jeune Barceli Yorobi là, de Côte d'Ivoire. Il m'avait fait rigoler. Je l'avais vu à l'époque à Boston. Il venait d'avoir tout fait pour avoir un crowdfunding pour faire une petite formation sur l'entrepreneuriat en Amérique latine avec MIT. Et je le croise à Boston après qu'il ait fait ça. Oui. Et je lui dis, mais donc, toi, il faut que je te vois. Qu'est-ce que tu as appris? Il m'a dit, j'ai rien appris. Il me dit, j'ai rien appris. Je dis, comment ça? Tu vas faire un truc avec MIT? Il dit, j'ai tellement lu, j'ai tellement vu de vidéos, j'ai tellement de trucs, ce que tout le monde fait, que le sujet du cours, il l'avait déjà vu. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est l'interaction avec les gens, c'est découvrir Oui. l'Amérique latine et puis découvrir les États-Unis. C'est ça qui lui a amené d'autres choses. Se confronter avec les gens, se rendre compte que certains ne sont pas plus intelligents que lui, etc. Et donc, ça lui a donné une certaine confiance. Mais sinon, le sujet lui-même, il a déjà appris. Donc, il ne faut pas croire que c'est juste dans les diplômes que vous allez trouver votre salut. Ça, c'est le monde C'est d'hier. révolu. Voilà. Oui. Maintenant, c'est quelles sont les compétences que vous avez besoin, pour quel projet, qu'est-ce que vous voulez faire. Maintenant, si vous voulez trouver un emploi, il n'y a pas beaucoup d'emplois ici, il faut se dire la vérité. Certes, il y a une croissance, etc., mais il n'y a encore pas assez d'emplois pour toute la population qu'on a. Et c'est là où on a tout un travail Oui. à faire. Et ce travail, il est Merci. collectif. Personne n'aura la réponse seul. Oui. Merci beaucoup, Karim. Aminata, peut-être un dernier mot, sachant que tu es une fidèle des après-midi de la tech, donc on te retrouve régulièrement. Juste, je vous dirais, rapprochez-vous du CPA, parce Oui. qu'ils ont mis en place ce programme, la Passe Diaspora. Et par ailleurs, moi, je sais qu'on a eu à intervenir. Quand il y a eu le début du Covid, on a eu beaucoup de nos jeunes frères, sœurs et autres qui se sont retrouvés dans des situations où ils ne pouvaient plus renouveler leurs papiers et autres. Et on a fait une mobilisation massive. On a interpellé les députés, on a interpellé des ministres pour trouver une formule pour pouvoir justement prendre en compte la question des étudiants qui étaient là et qui devaient renouveler leur papier alors que c'était le Covid, ils n'avaient pas de rendez-vous en truc et tout. Donc, il y a des choses qui se font. Alors, parfois, ce n'est pas trop public, mais les choses se font. Et donc, rapprochez-vous aussi du CPA, notamment notre ami le professeur Maïfa Diallo, qui est très actif, comme je l'ai dit aussi. Et très généreux dans le partage. Voilà. Merci Karim, merci Aminata. Alors, n'hésitez pas pour les mises en relation plus tard issues de ce panel, parce que c'est aussi ça l'intérêt de ces après-midi de la tech, c'est faire se rencontrer les différents acteurs du numérique, parce que comme Karim, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de frontières dès lors que ce sont presque les problématiques partout qui sont les mêmes, avec bien sûr une adaptation au contexte naturellement qui change. Si le public veut participer, c'est l'occasion de lever la main. Il nous reste quelques minutes encore. Karim, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui sans parler naturellement de ce fameux CNN. Je ne parle pas du CNN, mais du CNN sénégalais, le Conseil national du numérique. Depuis votre intronisation, entre guillemets, même si vous n'êtes pas des rois, on n'a plus de nouvelles de ce CNN. C'est quoi ou ce serait quoi le problème? Le premier problème, c'est que, comme parce vous qu'il y en a beaucoup déjà. Le premier, parce qu'il y en a beaucoup. Non, mais qui est important, c'était déjà une question institutionnelle. Vous savez que ce qui avait bloqué déjà la mise en place du CNN, c'était est-ce qu'il dépend de la présidence ou est-ce qu'il dépend du ministère. Il se trouve que ce qui a été décidé, c'est qu'il dépend de la présidence. Et de ce fait, il dépend du secrétariat général à la présidence. Et aujourd'hui, en plus, en situation de Covid et autres, même si le numérique est devenu une question clé, on voit que le secrétariat général a du mal à prendre cette structure à bras-le-corps pour lui donner. Alors, c'est marrant que vous dites ça parce que régulièrement, les membres du CNN échangent sur ça et disent il va falloir qu'on s'autosaisisse. Alors, mais comme tout n'a pas été mis en place sur les règles de fonctionnement et autres, il y a pas mal de blocages, bien que les membres font des choses un peu individuellement aujourd'hui qui font remonter.
je pense que là, il y a besoin d'une action effectivement collective pour redonner du peps et des choses, parce que c'est quand même une institution qui est assez attendue. Oui, oui, mais sauf que ça n'évolue pas. On en parle rarement depuis la cérémonie officielle, presque. Ça fait jamais la une. On n'en parle pas, même ne serait-ce qu'à travers un mot. Est-ce que ce n'est pas ça d'abord qui est le problème? Ce CNN-là ne revient jamais dans la bouche des officiels au Sénégal. Oui, parce que dès le moment où ça dépend de la présidence, quel Oui, est l'officiel qui va se saisir du sujet? En plus, on a changé de ministre, donc le nouveau ministre doit se familiariser avec oui, les Yankhoba Diattara. dispositifs, avec les différents acteurs. Et donc, voilà, il y a aussi ce type de problématique. Donc, après, si vous voyez en France, le CNN n'est pas non plus l'institution la plus visible au niveau du grand public. Hein. Il est à travers les rapports qu'il va sortir, mais pas à travers ce qui est fait. Et je pense que c'est là où c'est assez important. Je pense qu'il faudrait un espèce de rapport un peu qui se fasse sur l'état des lieux du secteur, des choses comme ça, ou des grands axes, puisque beaucoup ont parlé de certains axes, la souveraineté, par exemple, du numérique, ou d'autres, qui sont des questions qui ont été soulevées. Oui, Il faudrait aujourd'hui asseoir sur oui, peut-être un rapport et arriver à oui. faire participer l'ensemble de la population ou de ceux qui sont intéressés. Merci, merci Karim. Alors, avant de terminer, vous nous donnerez un peu votre regard sur les infrastructures au Sénégal. On parle beaucoup de ce PTN, le Parc des technologies numériques de Diamniadio. La DER annonce un nouvel incubateur dans le même quartier que moi, où je me trouve aujourd'hui, cet après-midi, Mermoz, à Dakar. Mais avant, je voudrais redonner une troisième chance à Chrysostome Koumbisamba pour voir si cette fois ça marche. Mais avant, comme on est sûr au moins avec Habib Diallo que ça marche maintenant, Habib de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Vous nous entendez, Habib? Habib Diallo? Est-ce que Allô? Habib Diallo nous entend? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Habib. Alors, quelques mots à Karim Sy. Bonjour, chers participants. Bonjour, monsieur Sy. Je suis... Allô? Allô? Oui, Habib, on vous Vous entend m'entendez? très bien Oui. même. Voilà, je suis expert financier au ministère des Finances à travers l'Observatoire de la qualité des services financiers. Donc, sur la partie un peu numérique, j'y Oui. travaille depuis 2 ans, notamment les fintech, notamment les émetteurs de monnaie électronique, notamment la promotion du digital, que ce soit l'entrepreneuriat à travers les jeunes, que ce soit au niveau organisationnel. Donc, actuellement, la Banque centrale nous a confié un programme qui est le programme d'éducation financière et nous travaillons à développer l'éducation financière numérique. Donc, dans notre programme, nous essayons de repérer les écoles spécialisées dans tout ce qui est digitalisation et numérique. Nous sensibilisons, nous avons un rôle de sensibilisation à travers les écoles de commerce pour détecter rapidement quels sont les types d'entrepreneurs, les incubateurs qui sont mis en place, les accélérateurs qui sont mis en place, et de pouvoir les mettre en rapport avec l'écosystème financier, que ce soit les banques, les assurances, les SFD, les émetteurs de monnaie électronique, pour qu'ils puissent non seulement accéder au financement, mais aussi pouvoir proposer leurs solutions. Donc, nous sommes sur ce chantier-là actuellement. Des organismes de financement ont été mis en place et nous sommes en train de suivre ça de très près. Voilà à peu près au niveau du ministère des Finances ce que nous sommes en train de faire. Et je serai vraiment ouvert à un type de partenariat sur la formation, voir avec ceux qui évoluent dans la formation, qu'est-ce que l'on peut faire ensemble pour ces jeunes-là. Et voir comment on peut travailler ensemble dans la sensibilisation de l'éducation financière numérique au Sénégal. Donc ça, c'est un objectif qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est ce que je voulais vraiment partager avec l'audience. Oui. Je suis ouvert si vous avez également des questions. Oui. Pour plus rentrer dans les détails.
puisque Oui, le timing est très chaud. il est très court si on parle français, mais un mot quand même sur votre observatoire. De quoi s'agit-il rapidement pour le public qui ne vit pas forcément au Sénégal? Alors, principalement, la mission clé de l'Observatoire, c'est la promotion de l'inclusion financière, qui est notre mission principale. Et afin d'accomplir cette mission, nous avons plusieurs activités. Donc, la première, nous avons un dispositif de médiation financière. Donc, récemment, il y a eu un contentieux entre deux émetteurs de monnaie électronique, Wave et Orange. Donc, nous intervenons dans la médiation financière, que ce soit les banques, les assurances, les émetteurs de monnaie électronique, les fintechs qui vont arriver, les crypto-monnaies, etc. Donc, mis à part ça, nous avons le programme d'éducation financière, comme je vous ai dit, qui est un programme régional dans les 8 pays de l'UEMOA, et nous sommes en charge de mettre en place la stratégie nationale. À cela s'ajoutent des réunions publiques d'information que l'on fait à différentes cibles, que ce soit des associations de consommateurs, que ce soit des coopératives agricoles, des entrepreneurs dans le digital. Donc, l'essentiel de l'Observatoire, essentiellement, repose sur la promotion de l'inclusion financière. Bon. Bien entendu, il y a le dispositif de médiation, là, le programme d'éducation financière. Nous faisons également des études de satisfaction, donc que ce soit les banques, les SFD, la microfinance, les émetteurs de monnaie électronique. Donc voilà, en global, les différentes activités sur lesquelles nous travaillons. Merci. Merci beaucoup, Habib, de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Je viens de partager un lien parce que dimanche dernier, nous avons reçu l'Observatoire pour un regard sur l'actualité de la monnaie électronique au Sénégal, marqué par les différents sujets que vous avez évoqués tout à l'heure. Alors, Karim, avant de nous quitter, il est important qu'on ait l'ami Chrysostome Kumbisamba. Son micro étant ouvert, on pense que pour cette 4e fois que c'est bon. Alors, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, Chrysostome. Allez-y, il nous reste quelques secondes. Ben, en fait, quelques secondes. En tout cas, déjà, bonjour à mon ami Karim. Je suis très content donc de te retrouver. Hein. Chrysostome, on vous entend très mal ou on vous entend peu par contre. Alors, là, vous m'entendez? Oui, là, ça va. Ok, donc je disais donc bonjour à mes amis, particulièrement donc à mon ami Karim Si. Pour faire vite, c'est vrai que moi, je me suis retrouvé en fait dans tout ce qui a été dit. Oui. Et quelque part, c'est aussi, c'est pas un hasard que que je prends la parole vers la fin. Oui. Puisque je me suis retrouvé dans les propos de chacun de vous. Et ces propos-là, effectivement, se retrouvent en fait dans le projet que moi, que je mène donc depuis 2017, Africa Cybersécurité. C'est vrai que comme tout le monde, hein, Karim Si aussi, on me met en fait sous la coupole cybersécurité, mais comme je le dis, la cybersécurité n'a de sens que si elle est au service en fait d'une vision. Et cette vision aujourd'hui, justement, je peux le déclarer, je la partage, puisque au niveau de la Banque mondiale, je pense que c'était le 16 août, où la Banque mondiale, justement, pour accompagner la transformation numérique, a mis en place un fonds multidonateur pour accompagner les risques, la prise en compte des risques cyber, tant sur la partie infrastructure, services et données numériques. Donc, ce qui change tout. Et puis, justement, moi, je suis dans cette logique. Et finalement, tout le monde l'a dit, travaillons ensemble. Et ça, c'est le credo d'Africa Cybersécurité. Quand je dis credo d'Africa Cybersécurité, parce qu'au travers d'Africa Cybersécurité, il y avait le leitmotiv, c'est que la transformation numérique, elle est d'abord, en fait, c'est un projet de société. Et comme c'est un projet de société, en fait, il faut qu'il y ait un leadership politique. Et tant que les dirigeants politiques n'auront pas pris conscience de cela, eh bien, on peut toujours tourner en rond, on peut toujours tout faire. De toute façon, ça n'aboutira à rien. Et ça aussi, ça a été dit. Et moi, lorsque je le dis, en fait, là, j'ai une conviction forte, puisque la dernière fois que j'étais à Dakar, c'était donc Africa Cybersécurité était partenaire du forum Paix et Sécurité en Afrique. Oui. Et la question qui avait été posée, en fait, c'était quelle était la priorité pour la sécurité numérique de l'Afrique. Et la position de l'Africa Cybersécurité que je portais lors de l'atelier était simple. La priorité, c'est la sensibilisation des dirigeants à tous ces aspects liés donc à la sécurité numérique, donc la cybersécurité. Et lorsque je l'ai dit,
Donc, tout de suite après, donc, est arrivée la pandémie. Et puis après, mais qu'est-ce que la pandémie nous a appris? Je pense, en fait, là, ça a été dit, mais peut-être par des brides. Bien sûr qu'on parle de transformation digitale, transformation numérique, mais la transformation numérique, elle doit d'abord commencer par nous-mêmes. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que à parler comme on continue à parler, chacun allant pour sa chapelle, ça n'aboutira à rien. Je pense, en fait, là, c'est ensemble qu'on doit aller. Et plus que jamais, de toute façon, en fait, là, il faut y aller ensemble. Et lorsque je dis ensemble, je vais terminer par là. Dans le cadre du projet Africa Cybersécurité, on a mis en place ce qu'on appelait, nous, en fait, là, le Cyber Afrique Tour. Le Cyber Afrique Tour, c'est ni plus ni moins des séminaires stratégiques pour sensibiliser les dirigeants, mais en tout cas, faire se rencontrer tous les écosystèmes. Donc, la pandémie nous a bien aidés, donc on l'a fait. Et maintenant, avec la reprise, on va aller sur le terrain. Et sur le terrain, ça se manifeste par quoi? Eh bien, par le premier forum de la cybersécurité qui va se tenir à Brazzaville du 16 au 17 septembre. Mais lorsqu'on parle de cybersécurité, c'est sur les 3 piliers, c'est-à-dire les structures, les services et les données numériques. Donc, après Brazzaville, normalement, il est prévu pour que le numérique soit vraiment au cœur de l'action politique des dirigeants. Il était prévu qu'au mois de juin, qu'on puisse organiser le premier forum de la sécurité numérique à Kinshasa. Pourquoi Kinshasa? Tout simplement parce que Kinshasa abrite, en fait, en ce moment, abrite la capitale de l'Union africaine, dans le cadre donc, de la présidence tournante. Et par rapport à cela, bon, puisqu'on n'a pas pu le tenir au mois de juin, nous avons prévu le tenir au mois de janvier. Et dans la foulée, justement, je pense que c'est le président Macky Sall qui va assurer la présidence donc, de l'Union africaine à partir de 2022. Et nous avions prévu en fait que 2 jours avant la célébration de la fête d'indépendance du Sénégal, le 4 avril. Donc, ce sera donc, c'est le 4 avril, mais en fait, nous souhaitons en fait qu'entre le 1er et le 4 et le 3 avril, que nous puissions organiser la deuxième édition du forum de la sécurité, du forum sur la sécurité numérique de l'Afrique. Mais tout ça, et avec pour thème principal, en fait, justement, allez, on va le dire comme ça, la cybersécurité au service de l'inclusion financière. Mais je pense qu'en fait, lorsque je le dis, quelque part, pour moi, c'est une invitation, en fait, à donner, c'est une invitation pour que tous, qu'on puisse s'y retrouver. Et moi, je le dis toujours, en fait, c'est peut-être mon avant-dernier mot, la solution technique qui permettrait, en fait, à la jeunesse africaine de pouvoir s'émanciper, cette solution, en fait, là, elle n'existe pas encore. Et c'est cette solution, c'est celle-là, en fait, effectivement, que nous pourrions mettre ensemble. Moi, c'est-à-dire moi, Douglas, Karim, l'ami qui est à l'inclusion financière, Abdirahman aussi, en fait, Aminata aussi, et même aussi, en fait, là, l'imposer au niveau du CPA. Notre ami, le professeur, en fait, lorsqu'il a parlé Baïfal, lorsqu'il a parlé, justement, en fait, moi, j'ai été consulté par le CPA pour pouvoir donc apporter ma contribution à la réflexion concernant le prochain sommet France-Afrique de Montpellier. Mais je pense en fait là, au-delà de cela, je pense en fait là, avec ce que nous a montré, ce que nous a imposé la COVID, ce que nous a montré la transformation numérique, je pense en fait là, l'Afrique, en tout cas par sa diaspora, a tous les moyens effectivement pour replacer les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Et ça, effectivement, c'est à nous de le faire. Et pour terminer, j'ai une pensée en fait là. J'ai une pensée pour notre ami, il y avait Manu Dibango, pour lequel effectivement, moi quand j'écoutais sa chanson Soul Makossa, je devais être à l'école primaire. Mais lorsque Michael Jackson a repris le refrain, j'étais en terminale. Et quand je suis arrivé en France, qui c'est que j'ai trouvé? J'ai trouvé le président de Marseille, notre ami, le Sénégalais qui est décédé. Pape Diouf. Pape Diouf, en fait, là.
Mais quand j'arrive en France, quand je l'entends parler, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment, en fait, un Africain qui est en France peut parler et puis il peut être hautain et tout là. Mais aujourd'hui, avec le recul, en fait, là, j'ai compris ce qu'ils avaient derrière la tête. Et aujourd'hui et demain, en fait, nous, qu'est-ce qu'on va laisser à notre jeunesse? C'est à nous, maintenant, plus que jamais, de pouvoir s'entendre et puis après, voilà, de lire. En tout cas, pour ma part, je reste ouvert et cela a été ma démarche auprès de Karim, cela a été aussi ma démarche auprès de Douglas. J'espère que la prochaine fois, lorsqu'on se retrouvera, on se dira, OK, ça y est, je prends par la main gauche et puis je le donne par la main droite à Douglas et puis ainsi de suite jusqu'à la jeunesse. Merci, merci Chrysostome Koumbi Samba. Alors Karim, on va prendre 2 minutes. Si on fait plus, la faute vous incombe, hein, vous revient. Donc on prend 2 minutes parce que c'est important. On répond très rapidement aux questions du public. D'abord, Khadijatou Diallo. Bonjour, je vous remercie pour ces échanges intéressants et le partage d'informations et de vos différents parcours. Ma question est de savoir comment participer activement à ces différents projets tout en étant à l'étranger. La réponse est quoi, Karim? Ça dépend des compétences, mais nous, on cherche toujours des gens qui peuvent apporter leur appui. À Jocolab, par exemple, on a besoin de plein de choses. Hein. Justement, comme on compte sur nous, dès le moment où on compte sur soi-même, ça veut dire qu'on limite la capacité à aller chercher des financements. Parce que, comme je l'ai dit encore une fois, comme disait Ampateba, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et ce qu'on a vu, c'est que souvent, les financements viennent avec une forme de contraintes pour aller dans le sens de ce que les gens veulent voir, etc. Nous, il y a des fondations, quand on a créé Jocolab, qui nous ont dit qu'on ne vivrait pas plus d'1 an. Aujourd'hui, on est en train de passer notre 11e année. C'est grâce à l'énergie de personnes comme cette dame. Si tu me permets, Ousmane, oui, en fait, là, pour Karim, c'est ce qui est dit. J'entends très bien et puis je te suis parfaitement. Mais c'est qu'à un moment, c'est que lorsqu'on construit, c'est soit on construit par le toit qui ne tient pas du tout, soit on construit par la fondation. Oui. Et par exemple, Chrysostome, tous les Jocolabs sont ouverts pour que tu animes des communautés cyber au sein de ces espaces. C'est l'esprit de Jocolab, en fait. C'est un lieu que les gens doivent s'emparer, s'accaparer, mais pour apporter des choses qui ne vont pas que leur rapporter à eux, c'est ça la nuance, et qui vont apporter au collectif. Donc, il s'agit de ne pas le faire uniquement dans une logique individualiste où on devient le roi, le super leader. C'est pour ça que, d'une certaine manière, vous ne voyez pas autant que ça de la communication autour de Karimsi, Jocolab, l'argent que j'ai pu mettre dedans, parce que ce n'est pas l'objectif. Tous ceux qui contribuent à Jocolab, au Sénégal, Fatoumata Nyonyox, qui fait un travail incroyable. Ouais. C'est tout ce monde-là, Awa et autres, qui font Yandé, qui font que Jocolab est ce qu'il est. Et c'est ça, il n'y a pas un qui vaut plus que l'autre. Donc souvent, d'ailleurs, quand on me dit tu es le directeur, je dis non, on est tous ensemble. Merci, merci Karim. Alors, j'ai fait le partage d'écran parce que c'est important qu'on partage. Karim Si est un acteur important de l'écosystème depuis plusieurs années et construit une personne ressource qui peut encore davantage contribuer à son développement au regard de sa vision, de sa connaissance, etc. Comment est-ce que nous fédérons tout cet écosystème digital en gardant nos identités, mais en sublimant toute cette intelligence africaine et mondiale? Là aussi, je compte sur votre concision parce qu'il nous reste après la question de Diabel Ndao. J'ai voulu le faire avec une plateforme, j'avoue qu'on a eu du mal. J'ai aujourd'hui l'idée de la plateforme, je sais qu'elle vaut au moins dans les 2-3 millions d'euros. Il faut que des acteurs africains puissent eux-mêmes se réunir et mettre l'argent autour de la table de manière volontaire et pour vraiment le bien du continent. Et à partir de là, on va y aller. Vous savez, on a très peu de philanthropes africains, contrairement à ce qu'on imagine. Et pour prendre une photo, et je finirai avec ça, pour prendre une photo avec Emmanuel Macron, vous serez surpris de voir les sommes que peuvent mettre tous nos milliardaires et autres qui font beaucoup de bruit. Et par contre, quand vous leur demandez de mettre de l'argent pour un petit projet ou autre, vous verrez qu'ils sont beaucoup moins à se bousculer. Et ça, c'est dommage. Et donc, il faut aujourd'hui une logique, et c'est pour ça que je parle souvent de bienveillance dans le projet, parce que même des organismes internationaux là, qui sont supposés s'occuper des jeunes ou autres, en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas si bienveillants que ça. Ils sont là, ils vont mettre plus d'argent dans la communication que dans le projet lui-même.
et faire leur truc. Non, c'est scandaleux. Oui, Scandaleux. oui. Je le Ah. dénonce souvent. C'est Mhm. pour ça que j'ai souvent quitté certains projets parce que je refusais. Vous savez, je n'irai pas loin. Digital Africa, aujourd'hui, 80% du budget va dans les salaires. C'est quand même complètement aberrant pour une jeune association. Mhm. Merci. Merci Karim. Alors, Antoine Gomme, président d'Optic, voulait se joindre à nous. Malheureusement, il a eu un empêchement de dernière minute. Question de Diabel, c'est long, mais on va y aller très vite. J'aurais aimé échanger avec lui sur quelques points, notamment comment voit-il l'effervescence qu'il y a depuis quelques années autour du numérique et comment les acteurs pourraient s'organiser, s'unir pour profiter des potentiels, pour profiter des opportunités qui leur sont offertes, le PAP 2A, projet des partenaires, NTF, la GIZ, PACAO. Bah, c'est ce qu'on dit habituellement. Il faut arriver à dépasser l'écosystème pour avoir un véritable écosystème. Je pense qu'il manque, il manque dans le dispositif et on a commencé à le toucher du doigt. Et je pense que en liminaire de tout ce que tout le monde a dit, c'est finalement, il faut qu'il y ait un écosystème qui soit interconnecté et qui échange de manière vertueuse. C'est bien une manière vertueuse. C'est ça un écosystème. D'ailleurs, quand vous allez dans la mer, voilà, les requins ne mangent pas tout le monde, les petits poissons, même certains vivent à côté d'un requin, etc. Donc, on voit bien qu'il y a tout un écosystème qui est là. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette logique-là. Je trouve qu'il y a quelque chose, d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de Antoine Gomme. Il avait initié quelque chose d'intéressant, encore une fois, quand le Covid a eu lieu, c'était Dan Covid. Alors, on peut critiquer, etc., mais c'est la première fois que moi j'ai vu tout l'écosystème se réunir, que ce soit des institutionnels, le gouvernement, des experts individuels, freelance, des associations et le secteur privé. Et donc, depuis d'ailleurs ce moment-là, je plaide, j'ai fait pas mal d'écrits par rapport à ça, pour dire, les amis, il faudrait qu'on retrouve cette énergie-là, la dynamique qu'on a mise, et maintenant qu'on arrive à lui créer des modalités de fonctionnement. Et je pense que là, on touchera quelque chose du doigt. Et ça passe notamment par les communs dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Alors, le dernier point pour les questions de Diabel, relation entre PME, tech classique et start-up, est-il pertinent au niveau de l'écosystème de continuer à faire cette différence, notamment dans l'optique d'une nécessaire collaboration entre les structures qui les regroupent, Optic, Start-up, entre autres? Son point de vue sur la stratégie SN 2025 et les autres stratégies satellitaires, cybersécurité, santé digitale, commerce électronique, numérique dans l'enseignement technique et professionnel. Pour finir vraiment. Non, ben ça, c'est simple. C'est qu'en fait, le numérique a toujours eu des difficultés à être appréhendé. On a eu un problème déjà de départ dans la compréhension, parce certes, on a parlé de société de l'information, mais malheureusement, c'était porté par l'IUT et on a parlé de télécom, en fait. Et donc, en Afrique, beaucoup ont limité le numérique aux opérateurs qui, en plus, faisaient beaucoup d'argent. Donc, on a souvent dit c'est un secteur qui va bien, etc. Non, parce qu'en fait, c'est toute une nouvelle économie qui se façonne. Et là où c'est compliqué, c'est que non seulement ça accompagne toute l'économie, donc les PME classiques, voire les entreprises de tout secteur, agriculture et autres, on en a parlé, mais c'est un nouveau secteur qui émerge avec des nouveaux métiers et qui sont 100% numériques en fait. Et je crois que quand on parle de plus en plus de startups, c'est qu'on parle de structures qui sont très numériques, peut-être à 80-90% numériques, des projets de plateforme, etc. Et donc, c'est peut-être là où on a cet entendement de start-up, c'est-à-dire des jeunes qui travaillent sur des projets qui sont basés et qui s'appuient très largement sur le numérique et en première partie. Mais après, vous voyez bien qu'Amazon doit installer des hangars, doit avoir un système de distribution, à des employés, etc. Donc voilà, donc c'est un peu ça la dichotomie. Et à l'origine, quand on parlait de start-up, on parlait en fait des entreprises dont je vous ai parlé au départ, qui étaient des entreprises dans les 5 premières années de leur vie, 3 à 5 premières années de leur vie, qui étaient dans la vallée de la mort. Donc, on ciblait une gamme très spécifique d'entreprises qui étaient celles qui étaient le plus en risque en fait de mourir au moment où ils étaient en train de développer leur projet et d'essayer de se stabiliser.
Merci, merci infiniment, Karim. Si j'étais infiniment honoré encore cet après-midi de vous avoir reçu. C'est moi, merci Ousmane. Dans les après-midi de la tech, avant merci les après-midi de la tech. Il y a nos émissions à la radio au Sénégal également. Chaque fois, vous revenez nous voir avec de nouvelles idées et c'est ce dont on a besoin. C'est ce dont l'Afrique a besoin. Ça nous fait plaisir de recevoir des acteurs comme vous, pour échanger régulièrement sur la tech en Afrique ailleurs. Et on connaît bien évidemment toute l'importance que la diaspora occupe dans cette série de panels. Et j'en profite pour remercier tous ces Africains qui nous font part régulièrement de leur regard parce que, comme vous l'avez dit encore une fois, ça demande un peu de générosité quand ils vous partagez sur le numérique. Et vous le faites et ça nous réjouit énormément. Je rappelle et je précise en même temps que ce panel fera l'objet de replay un peu plus tard via nos différentes plateformes digitales. Et on vous retrouve mercredi 25 août 2021, Inch'Allah, avec une autre thématique au menu. Il y a Chrysostome qui demande la photo de famille. On prend bien note. Comme également, ce serait intéressant, si ça vous intéresse bien évidemment, de nous écrire. On fera la mise en relation entre les différents acteurs de ce panel. Parce que s'il y a une chose que j'ai compris avec aisance, c'est que bien évidemment, les acteurs ont envie de poursuivre la réflexion. Ça, au moins, je l'ai compris. Merci infiniment à tout le monde. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain. Très bonne fin d'après-midi à tout le monde. À bientôt. Merci, Ousmane.